on se retrouve aujourd'hui pour voir les conneries de Bruno Le Maire. Parce que ce mec arrive quand même à en sortir 2 par jour. Enfin, toutes les 12 heures à peu près, tu as la connerie de Bruno Le Maire qui déborde, qui circule sur les réseaux sociaux, qui énerve tout le monde. Et bon, bah, je l'aime bien quand même. Moi, il me fournit du travail. Alors écoutons ce que monsieur Bruno Le Maire a à nous dire à propos de la baisse des taxes sur l'essence. Les taxes sur les carburants, monsieur Decker, c'est une triple aberration. C'est une aberration écologique car c'est financer le fossile. C'est une aberration budgétaire parce que ça creuse le trou de la dette de l'État. Et c'est une aberration géopolitique parce que l'argent va tout droit dans la poche de monsieur Poutine. Waouh! Alors, il y a plusieurs trucs qui vont pas. Déjà, il parle de faut pas baisser les taxes parce que ça subventionne les énergies fossiles. Ils ont pas distribué des chèques au début de l'année pour que les gens payent leur carburant. Ils font des trucs, 3 mois plus tard, ils te disent c'est une aberration, subventionner les énergies fossiles, c'est pas écolo. Après, ils te disent ça va creuser le déficit public. Et donner 110 milliards pour subventionner le gaz et puis l'électricité, ça n'a pas creusé le déficit, ça. Non. Et à la fin, ils te disent ça finance Monsieur Poutine. Alors ça, c'est quand même fort. Quand tu baisses les taxes et que tu laisses l'argent dans la poche des Français, à la fin, par magie, il y a une espèce d'aspirateur comme ça qui vient, qui pompe l'argent qui va pas dans les taxes directement de la poche des Français vers Poutine. Hop, terminé. L'économie selon Bruno Le Maire. Bon, évidemment, tout ça, c'est de la connerie. On n'oublie pas de rappeler que les fameux embargos contre le pétrole russe, les fameuses sanctions contre la Russie, c'est marrant, on vous en parle plus. C'est fini. Pourquoi? Parce que c'est de la merde. Parce que ça n'a jamais fonctionné. Hein, ils avaient essayé de mettre un embargo. Alors au début, interdit de commercer avec le pétrole russe, machin, ils se sont dit, mais en fait, c'est nous qui allons payer. Parce que si on retire quelque chose comme, je sais plus combien ils faisaient, 10 ou 15% du marché du pétrole d'un seul coup, en fait, il va y avoir une crise mondiale énorme. Ça va faire flamber les prix du pétrole. Et à la fin, c'est nos économies qui vont couler. Donc ils ont fait un truc hypocrite sur le thème vous avez le droit de le vendre, mais seulement s'il est à 60$. Alors que le coût minimum pour financer le budget russe, je crois que c'était quelque chose comme 20 ou 30$, même pas. Donc ça servait à rien, puisque le but c'est d'empêcher Poutine de financer sa guerre avec le pétrole. Et en plus, tout ça a été contourné, puisque les Russes, ils ont acheté toute une flotte de tankers, et ils ont une flotte fantôme, en fait. Il n'y a aucune surveillance sur le suivi de cet embargo, que ce soit dans les ports européens, auprès des assureurs, auprès des transporteurs, auprès de personne. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien, il n'y a pas de surveillance. Donc les mecs font à peu près ce qu'ils veulent. Alors, ils font quand même semblant, c'est-à-dire que tu as des tankers russes qui partent, et puis, entre-temps, pouf, le transpondeur disparaît, c'est transvasé dans un autre tanker. Enfin, il y avait tout un tas d'astuces comme ça qui permettaient de contourner l'embargo. Et ici, on a un exemple d'un tanker qui est allé charger du pétrole russe. Et le temps qu'il fasse ça, pouf, il a disparu des écrans radars. Il n'y a plus de transpondeur. Et après, ça finit dans un port européen avec des papiers trafiqués. Ou alors, ça transite par des pays comme l'Inde. On se souvient que l'Inde achetait à fond du pétrole brut, en plus avec un petit rabais. Il le raffinait et il le revendait aux Européens à plein tarif. Et les mecs étaient, ah ouais, on n'achète plus de pétrole à la Russie. Et quand tu regardais sur le long terme les ventes de pétrole russe, comme pour de gaz d'ailleurs, il n'y avait aucune baisse. Donc ils sont simplement coupés de leur approvisionnement et ils ont été pompés de l'approvisionnement des autres. Et les autres ont dit, on n'a plus notre pétrole habituel chez nos fournisseurs habituels, on prend le pétrole russe puisqu'il est sur le marché. Donc ça n'a servi à strictement rien. Et c'est pareil pour le gaz. Hein, on se souvient que ces abrutis se sont coupés de leur principal fournisseur de gaz du jour au lendemain. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on va prendre du GNL. Sauf qu'il n'y a pas les installations, il n'y a pas les bateaux, il n'y a pas les fournisseurs, il n'y a pas... Enfin, sauf les Américains qui ont vendu leur truc 4 fois le prix, mais c'est pas grave. Eux, ils ont fait des bonnes affaires. Et alors, ils sont tournés en catastrophe vers l'Azerbaïdjan pour aller pomper quelque chose qui ressemblait à 5% des volumes que la Russie vendait auparavant. Et ils ont été tapinés à l'Azerbaïdjan pour obtenir un accord pour leur acheter plus de gaz. Voilà. Von der Leyen qui signe avec ce type qui est en train de massacrer les Arméniens, qui est en train de les faire crever de faim et de les bombarder. Donc, la guerre contre l'Arménie, ça dérange pas de la financer en achetant le gaz à l'Azerbaïdjan, mais la guerre contre l'Ukraine, là, faut couper l'eau chaude, faut prendre des douches froides et dire prends ça Poutine. Faut payer à fond notre essence, et faut se priver d'essence, et faut faire en sorte de moins consommer de pétrole
pour ne pas financer la guerre en Ukraine. Bah voyons. Bruno se fout un peu de notre gueule, mais ça c'est quand même assez habituel. Et le problème, c'est que Bruno ne veut surtout pas se couper de cette formidable manne financière que représentent les taxes sur les carburants et la TVA sur la taxe, hein, bien sûr, que l'on connaît bien. Parce que Bruno, il est en train de courir après le fric. Vous irez voir là, la vidéo que je mettrai ici en note, la précédente petite info révoltante que j'ai fait justement sur comment Bruno va vous rendre plus pauvre en 2024 grâce au retour de l'austérité, puisqu'il faut revenir dans les clous de la saine gestion budgétaire pour plaire aux Allemands, aux marchés financiers et à toute cette caste-là. Et on avait vu que Bruno, il court après les millions, donc il avait gratté 800 millions sur la formation, 500 millions sur le remboursement des mutuelles, allez hop, pouf. Et puis maintenant, dernière information, on apprend qu'il y aura une nouvelle taxe sur les concessions d'autoroutes et les grands aéroports. L'objectif, c'est de rapporter 500 à 600 millions. Et les concessionnaires d'autoroutes ont déjà expliqué que, voilà, il y a déjà beaucoup d'impôts, on n'a pas envie, on s'oppose à un nouveau projet de taxe. Et le président de Vinci a annoncé que la hausse des taxes, c'est inévitablement une hausse des tarifs des péages, parce que c'est ce que prévoit l'article 32 du contrat. Donc le Bruno, il dit, oui, on va taxer les autoroutes. Non, on va taxer les usagers des autoroutes. C'était prévu dans le contrat, il est au courant. Et d'ailleurs, Bruno, on se souvient qu'il y a quelque temps, en 2021, donc ça on a appris ça début de l'année, il a étouffé un rapport sur les sociétés d'autoroutes, sur ses copains. Parce que tout ce beau monde finance les campagnes électorales, donc après ils sont protégés. Et ce rapport estimait que ces entreprises avaient des marges beaucoup trop importantes. La rentabilité frôlerait les 12% contre 7,67 prévus en 2006, donc au moment des concessions. En conséquence, les fonctionnaires recommandaient de mettre en place un réalignement de la rentabilité de ces deux sociétés, donc qui recouvrent les 2/3 du réseau. 3 options envisagées. Mettre fin à la concession avant le terme du contrat, donc réduire la durée du contrat unilatéralement en fait, et donc de fait ils auront payé plus cher pour un contrat plus court, et ça réduit la rentabilité sur le long terme. Ou alors baisser drastiquement les tarifs des péages de près de 60% dès 2022. Ou alors prélever 63% de l'excédent brut d'exploitation de 2021 à la fin des concessions. Est-ce que ça a été fait? Non, ça a été enterré. Donc les recettes fiscales prises sur les bénéfices indus et les rentabilités excessives par rapport au contrat qui avait été fixé, ça, hop, on enterre. Par contre, on va aller piquer 600 millions qui vont être répercutés sur les usagers. On se souvient d'ailleurs qu'il y avait eu un scandale de la même nature où le gouvernement avait oublié de récupérer 1 milliard d'euros de la part des fabricants de camions qui avaient fraudé pendant des années sur les dispositifs censés réduire les émissions de gaz de leurs camions, les dispositifs écolos, etc. Il y avait eu une entente entre les fabricants de camions pour repousser la mise en place de ces dispositifs ou bien les truquer. Et ça avait duré une quinzaine d'années ou je sais pas quoi. Et il y avait eu un procès et ils avaient été condamnés. Et tous les entreprises, tous les acheteurs de camions, y compris les États, pouvaient présenter leurs factures et se faire rembourser 100 000 euros par camion. Et l'Allemagne s'était organisée avec leurs régions, leurs différents offices, les hôpitaux, les machins, tous ceux qui achètent des camions, s'étaient regroupés pour réclamer de l'argent. Ils avaient réclamé 1,8 milliard, je crois, et ils avaient obtenu ça des différents fabricants. Et en France, ils ont dit, ouais, non, c'est le rôle du Premier ministre, ou non, c'est au ministre des Transports de s'intéresser à ça, ou au ministre de ceci, puis pouf, puis le délai est passé. Voilà, c'est dommage, on a oublié de récupérer 1 milliard d'euros de gens qui ont fraudé. Mais après, on va aller faire les poches de monsieur et madame tout le monde. Et ça va pas suffire. Voilà, ça c'est la nouvelle connerie de Bruno Le Maire. Donc il est en direct à l'Assemblée nationale, 28 septembre, c'est aujourd'hui, il n'y a rien de plus frais. Et vous allez voir, il nous dit, on est arrivé au bout d'un chemin où les économies conjoncturelles sont insuffisantes, va falloir démonter l'État. Et je profite aussi de cette rencontre politique importante pour être très clair avec vous et en particulier avec les parlementaires de la majorité. Ces revues de dépenses publiques sont nécessaires. Elles ne sont pas suffisantes. Voilà, donc les revues des dépenses publiques, c'est tout le merdier que je vous ai expliqué qui s'est déroulé ces derniers mois et que je vous ai expliqué dans les raisons pour lesquelles vous serez plus pauvre en 2024, le fameux pire du mois. Pour être efficace, pour être durable, elle doit s'inscrire dans une réflexion plus globale sur les missions de l'État, sur le périmètre de l'action publique et sur nos choix fondamentaux de politique sociale.
Alors, c'est un peu codé, mais quand on te dit on va réfléchir sur nos choix fondamentaux de politique sociale, il faut s'attendre à quelques réductions. Quand on dit on va s'interroger sur le périmètre de l'État, ça veut dire privatisation et démantèlement. Que chacun réalise que notre modèle social et public n'est pas soutenable sans réforme de structure en profondeur. Et que si nous voulons continuer à soigner gratuitement ceux qui en ont le plus besoin, Alors on n'est pas soigné gratuitement, on cotise pour ça. à éduquer dans les meilleures conditions, Je ne sais pas si on peut dire qu'on est éduqué dans les meilleures conditions quand, je crois, la moitié des élèves qui arrivent au collège ne savent pas combien il y a de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure. Il y a plein de profs qui sont absents, ils les recrutent au rabais, mais on étudie dans les meilleures conditions. à protéger avec efficacité. Il faut que l'État repense ses missions, que notre modèle social soit réinventé. Il ne peut pas fonctionner à perte ou à crédit. J'engage tous les parlementaires de la majorité. Par contre, le système européen de l'électricité, enfin le système de l'AREN, le marché de l'électricité et tous les parasites qui gravitent autour, eux, ils peuvent fonctionner sur de la dette et être complètement déficitaires. C'est pas un problème. On va les subventionner, on va les aider. Ça coûte 110 milliards, c'est pas grave. Et après, on va dire, oui, vous avez pris trop de cachets, on va devoir arrêter de vous soigner gratuitement parce que vous êtes quand même un peu des poids pour la société. Oubliez pas de cotiser, par contre. Dans ce travail qui reposera à la fois sur les revues de dépenses et, dans le même temps, sur une redéfinition du périmètre de l'action de l'État et du fonctionnement de notre modèle social. Voilà, donc là, il t'annonce que l'austérité qu'il est en train de pratiquer ne sera pas suffisant. Il a gratté un peu sur tous les budgets possibles et il va falloir finalement privatiser des trucs et démanteler certains services. Et puis, on va commencer à taper sur le modèle social, mais s'attaquer aux 150 milliards de subventions pour les entreprises, non, pas prévu. S'intéresser aux 100 milliards d'évasion fiscale, oula, compliqué. Je le dis avec gravité parce que je pense que nous sommes arrivés au bout d'un chemin où des économies conjoncturelles seraient suffisantes. C'est une réflexion structurelle qu'il faut mener. C'est celle à laquelle nous a engagé le président de la République depuis 6 ans. C'est celle qui fait l'identité de notre famille politique et de notre majorité. Et c'est à elle que nous devons être fidèles dans les années qui viennent. C'est ce qui nous évitera des révisions déchirantes ou des décisions prises dans l'urgence. Ah, les fameuses décisions prises dans l'urgence, voilà, on avait vu les remboursements de frais dentaires. Le choix est d'autant plus incompréhensible que le gouvernement a instauré en début d'année un comité de dialogue pour préparer un transfert initialement chiffré à 300 millions. Donc on se souvient que les types avaient organisé un truc, un machin, pour discuter d'un transfert de 300 millions, etc. Et du jour au lendemain, il te dit ce sera 500 millions et tu fermes ta gueule. Mais il te dit aujourd'hui, comme on est des bons gestionnaires, on est en train d'anticiper la refonte de l'État pour éviter des coupes sombres et des décisions difficiles prises dans l'urgence. Voilà, bien sûr. Donc ils sont quand même à 100 milliards de déficit budgétaire par an, et ils te disent, il faut être raisonnable, ça ne peut pas continuer, hein. Ça va pas de dépenser comme ça et de vivre au-dessus de... Vous vivez au-dessus de vos moyens, franchement. Qu'est-ce que c'est que cette idée de soigner gratuitement? Vous voulez que ça continue, hein? Vous voulez que ça continue? Eh ben, faudra s'en passer, tout simplement. Bah oui, pour avoir une couverture santé, une éducation, un machin, faudra réduire, privatiser, etc. pour que vous ayez le même service. C'est toujours pareil. Donc attendez-vous à des annonces qui seront pires que la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage et des trucs. Préparez-vous à des coupes budgétaires nettement plus importantes, parce que là, il va falloir revenir dans les clous de la saine gestion budgétaire assez vite, et en plus réduire l'endettement public, ce qu'ils ont été strictement incapables de faire jusqu'à maintenant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que d'ici 2027, je crois, on aura 75 milliards d'euros de dépenses de frais d'intérêt sur la dette. Donc ce sera le premier budget de l'État. Et ils sont en train de découvrir qu'avec la hausse des taux, le stock de dette va commencer à coûter cher. Et on a appris justement que pour 2024, la France doit lever plus de 240 milliards d'euros. Renouvellement de dette, et puis financement du méga déficit. Et tout ça va justifier, comme d'habitude, le démantèlement des services publics, du système social, du système de santé, mais sûrement pas de ce qui profite à ses copains, c'est-à-dire qu'on va pas toucher
au marché de l'électricité, on va en parler dans un moment, le fameux Frexit de l'électricité. Ça, on n'y touche pas. On continue à subventionner des mecs qui servent à rien. On ne s'intéresse pas à la surrentabilité des autoroutes qui ne respectent pas leurs contrats. On ne va pas chercher les milliards qui sont dans la poche des fraudeurs fiscaux, ou même quand il y a des types qui sont condamnés pour avoir pour des ententes, hein, comme cette histoire, le cartel des camions, on oublie d'aller récupérer le milliard auquel l'État a droit. Donc ils gèrent le truc avec le cul et après ils te disent va falloir faire un peu attention sur les dépenses de santé parce que là vous êtes soignés de gratos, vous n'avez pas honte, vous êtes des profiteurs. Mais ne vous en faites pas, Bruno Le Maire est un Français comme les autres qui se mord les doigts tous les jours de ne pas avoir acheté son bien avant la hausse des taux. Il comprend votre souffrance, il fait partie de la société lui aussi. Il avait déjà fait le coup sur les pâtes. Je gagne 10 000 € par mois et j'ai du mal à payer des pâtes à mes enfants. Je sais ce que c'est, j'ai 4 enfants, il faut payer des pâtes, c'est compliqué. Je comprends les Français. Non, si tu fais partie, enfin le mec fait partie des 0,9% des mecs les mieux payés dans un pays riche et il te dit j'ai du mal à acheter un plat de base du tiers-monde, c'est quand même du blé dur mélangé à de la flotte et vendu dans un emballage plastique. Normalement, ça devrait bien se passer. C'est quand même pas un budget. Et voilà, il avait dit, oui, moi aussi, j'ai du mal à acheter des pâtes. Et puis là, oh, je regrette quand même. Pas de bol, hein, la hausse des prêts, la hausse des taux dans l'immobilier m'empêche d'acheter. Moi aussi, je souffre. 2-3 personnes ont quand même remarqué qu'en 2000, il a acheté une maison au Pays Basque valant 600 000 € avec des taux ces années-là assez proches de ce qu'il y a actuellement, même si je crois que maintenant ils sont plus hauts, 5,5%. Voilà, il a aussi un PEL de 64 000 € qui peut aider à financer un prêt. Et puis, bon, il gagne 700 000 € depuis 2017, depuis qu'il est ministre de l'économie, en comptant aussi ses droits d'auteur pour ses bouquins de cul. Selon sa déclaration, il a gagné 700 000 €. Normalement, ça devrait bien se passer. Le coût du crédit, t'aurais pu économiser 20%. Ça devrait aller. On n'est peut-être pas dans la situation de monsieur et madame tout le monde, dont le salaire médian tourne autour de 1 800 €. C'est autre chose. Mais il est comme vous. Ah, il a parlé des sous du plan de relance européen qui ne seraient pas versés si le budget n'est pas voté. Ah, j'ai pas vu ça. Macadam, si tu as un lien. Parce qu'effectivement, le budget est passé dernièrement à coup de 49.3, hein, une fois de plus. Le respect de la démocratie et du débat parlementaire. On paye ces gens très cher pour juste se plaindre de ne pas être respectés. Oh, ils ont encore fait passer le truc au 49.3. Oh là là. Bon, je prends le chèque quand même. Hein. Donc effectivement, on apprend que de ce texte dépend le décaissement de 2 aides européennes d'un montant de près de 19 milliards d'euros. Sans loi de programmation des finances publiques, pas de décaissement. Et certains d'entre vous l'ont dit pendant les débats en commission, de ce texte dépend le décaissement de 2 aides européennes de 10,3 et de 7,5 milliards d'euros que nous devrions recevoir avant la fin 2023 et en 2024. Et je veux être clair avec la représentation nationale, sans loi de programmation des finances publiques, il n'y aura pas de décaissement, que chacun prenne donc ses responsabilités. Pour conforter notre crédibilité, ça s'appelle pas avoir un flingue sur la tempe, ça, par hasard. On te dit, tu votes ça, sinon on te donne pas 19 milliards. Prends tes responsabilités. C'est-à-dire ferme ta gueule et obéis. Cette loi de programmation fixe des objectifs clairs pour 2027. Retourner sous les 3% de déficit public, à 2,7 exactement. Accélérer le désendettement pour revenir à 108,1% de dette publique. Et réduire le taux de prélèvement obligatoire d'1 point de 45,4 à 44,4 points. Cette loi de programmation repose également sur... Donc voilà la feuille de route, hein, finalement, qu'on voyait un petit peu passer dans les médias et qui est, comme ça, des objectifs sortis d'un chapeau, sans doute par quelques technocrates européens. Et le type, il applique. Il est payé pour appliquer. Il n'est pas là pour mener une politique, il est là pour obéir. Et la plupart des gens pensent que les ministres décident. C'est des larbins. Sur des choix politiques forts. Nous ne voulons pas de réduction de la dépense publique ou de désendettement par l'austérité. Nous ne voulons pas tailler dans la dépense publique à l'aveugle. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire qu'il est en train de mentir et de se foutre de notre gueule? Normalement, si vous avez suivi, bon. Nous voulons que cette réduction de la dette et que cette réduction des déficits soit d'abord le fruit de la croissance et de la prospérité retrouvée de notre pays. La croissance, elle est là. 1% en 2023,
1,4% prévu en 2024. Ce niveau de croissance est un des plus élevés de la zone euro. Elle nous permettra de réduire notre dette d'ici 2027. Et mesdames et messieurs les députés de la majorité, elle est le résultat de la politique économique que vous avez soutenue avec constance depuis maintenant plus de 6 ans. Donc on prétend que tout ça ne sera pas payé par de l'austérité et que c'est la saine croissance qui va régler tous les problèmes, mais on taille dans les budgets à la hache et puis on prévoit de réformer le système social, redéfinir le périmètre de l'État, mais on ne fait pas d'austérité. Et c'est la saine croissance qui va tout régler, alors que l'Union européenne est quasiment en récession. Là. En Allemagne, je crois qu'ils sont en récession, et la France, c'est pas fou, quoi. Le BTP va se péter la gueule, le marché de l'immobilier va se péter la gueule. Les prix de l'énergie étant ce qu'ils sont, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de faire faillite. Ça va pas bien se passer en 2024 si ça continue comme ça. Donc s'ils comptent sur la croissance pour régler les problèmes, on a fait n'importe quoi, mais les Français sont travailleurs et ils vont régler ça. Comme d'habitude. Donc on voit effectivement que, comme je vous le disais, le petit Bruno a reçu ses ordres et puis maintenant il doit obéir. Parce que quelqu'un a sifflé la fin de la partie, les agences de notation, les Allemands qui veulent revenir dans les clous de la sainte gestion budgétaire. Et si tu n'obéis pas maintenant, tu reçois plus le fric de l'Union européenne. Mais tu es libre. Tu es libre de mener la politique que tu veux, c'est les États qui décident. Bien entendu. C'est beau les valeurs de l'Europe, hein. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo justement sur les raisons pour lesquelles vous serez plus pauvre encore en 2024 parce que ça va finalement être pire que prévu. Non seulement il va faire une politique d'austérité, de rabotage de tous les budgets, mais il y aura une restructuration en profondeur de l'État et de notre modèle social, ce qui signifie privatisation et démantèlement. Voilà, bonne journée.